La Russie a obtenu une percée tant attendue dans les négociations, mais pas à Istanbul, plutôt à Moscou lors du défilé de la victoire du 9 mai avec les dirigeants étrangers qui n'ont pas eu peur de visiter notre pays. Et tout cela grâce à la proposition de construire sur leur territoire des dômes nucléaires russes, de grandes et petites centrales nucléaires modernes dotées d'une véritable superpuissance que le monde commence seulement à réaliser aujourd'hui. Nous allons en parler plus en détail, évoquer le nouveau héros de la semaine et donner une recommandation éducative pertinente dans l'émission d'aujourd'hui après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot de chasseurs multifonctionnels, Su-35S, a été livré aux forces armées. Un dragueur de mine gros du projet 12700 a été mis sous surcale au chantier naval de Srednenevsky. Une ligne de production de modules pour les réseaux cellulaires nationaux a été inaugurée dans la région de Moscou. Dans la région de Kalouga, une production d'emballage polymère souple a été lancée, à Tchekhov une production d'emballage au format Tetra Pak, à Samara la production de dispositifs médicaux a été étendue, dans la région de Nijni Novgorod une grande production de structures des métalliques a été lancée, dans la région d'Irkoutsk une production de matériaux de construction, et dans le territoire de Stavropol la première production de lactulose en Russie a été lancée. Lors de la 59e Olympiade internationale de chimie Mendeleïev pour les élèves, qui s'est tenue au Brésil, chacun des 10 membres de l'équipe russe a remporté pour la première fois une médaille d'or. Toute la presse mondiale suivait la tentative de négociation à Istanbul, mais le plus intéressant s'est produit sans bruit superflu une semaine plus tôt à Moscou. Où les dirigeants des pays amis de la Russie sont-ils arrivés pour le défilé de la victoire ? À la suite des négociations avec eux, des progrès significatifs ont été réalisés dans la construction de centrales nucléaires russes à l'étranger. La nouvelle principale a été l'annonce de l'intention de lancer dans les plus brefs délais le processus de préparation à la construction d'une grande centrale nucléaire de génération 3 plus au Vietnam, ainsi que d'un réacteur nucléaire de recherche. Le président brésilien Lula da Silva a exprimé un vif intérêt pour la construction d'une centrale nucléaire russe. Des négociations ont débuté pour la construction de nouveaux blocs énergétiques en Chine, en plus de ceux déjà en cours à Tianwan et Xudapu. Soudainement, la Serbie a exprimé le désir de devenir un pays de l'atome Pacifique. Après la visite du président Vučić dans la capitale, des projets de construction d'une centrale nucléaire dans la République sont annoncés. Peu après, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim s'est aussi rendu en Russie. Son pays souhaite acquérir nos unités d'énergie atomique flottantes. Cette semaine également, à l'usine métallurgique Atelier électromécanique Spetstal, la production du corps de l'installation du réacteur RITEM-200N a commencé. Pour l'Ouzbékistan, il deviendra le premier pays d'Asie centrale à posséder sa propre centrale nucléaire, mais pas le dernier. Le Kazakhstan et le Kirghizistan étudient actuellement notre proposition. Rappelons également que nous construisons des centrales en Égypte, au Bangladesh, en Turquie et en Hongrie. La centrale nucléaire biélorusse, déjà construite, s'est avérée plus clairvoyante que beaucoup d'autres. Mais c'est précisément la percée des négociations du 9 mai qui élargit brusquement la présence nucléaire de la Russie dans le monde et peut même susciter l'étonnement. En effet, nous proposions nos services depuis longtemps. Cependant, ce n'est que maintenant que les choses ont commencé à avancer. Même la petite Serbie, encerclée de tous côtés par les pays de l'OTAN, a osé une audace inouïe selon les normes européennes. Quelle en est la raison ? Eh bien, la voici. Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises que même le monde occidental a levé le tabou sur l'énergie nucléaire, ayant compris qu'on ne peut pas s'en passer. Les pays d'Asie centrale sont au seuil d'une grande agitation énergétique en raison de l'usure de l'ancienne infrastructure soviétique. Et pour eux, la centrale nucléaire est un moyen fiable et relativement rapide de stabiliser la crise à venir, dont notre pays n'a absolument pas besoin non plus. Les nouveaux projets russes de petites centrales nucléaires accélèrent la construction et réduisent les coûts, mais cela était déjà connu. Qu'est-ce qui a changé de nos jours et qui nous a poussé à voir la question sous un autre angle ? Nous osons supposer qu'il s'agit du conflit en Ukraine. En fait, les centrales nucléaires sont devenues la seule source de production d'électricité qui n'est pas directement attaquée par les parties en conflit. Même la centrale nucléaire de Zaporijia, qui a tant souffert, continue de fonctionner malgré les tentatives incessantes de mettre hors service ses lignes électriques et autres infrastructures.
Cela reflète la nouvelle multipolarité de notre monde. Tout pays qui se permettrait une attaque sérieuse contre une centrale nucléaire, surtout si cela conduit à une catastrophe, serait universellement condamné, soumis à des sanctions et peut-être à des représailles encore plus destructrices. C'est pourquoi les centrales restent un îlot, certes pas d'une sécurité absolue, mais d'une sécurité relative, même dans les conditions d'un conflit militaire direct ou hybride. Ceci est particulièrement important pour les petits États qui peuvent perdre des centrales thermiques ou des barrages à la suite d'attaques, mais conserveront leurs sources nucléaires, garantissant ainsi la production d'électricité. Il convient de rappeler que même Israël n'a jamais mené d'attaque directe contre les installations nucléaires iraniennes ou contre le centre de recherche nucléaire syrien à Deir ez-Zor, bien qu'il ait tenté de les mettre hors service par d'autres moyens. Mais la pratique a montré qu'un gazoduc peut être explosé au fond de la mer, que des centrales thermiques et des raffineries de pétrole peuvent brûler, que des stations de pompage de gaz peuvent être attaquées, et pourtant les centrales nucléaires continuent de fonctionner. Ce qui signifie qu'elles deviennent une sorte de refuge, car en plus de la protection politique, elles offrent également un niveau de sécurité physique délibérément élevé. Ainsi, les centrales russes de génération 3+, avec plusieurs systèmes de protection, peuvent même résister à la chute d'un avion. Dans cette optique, notre idée d'installer un centre de stockage d'informations dans les centrales nucléaires prend une toute autre dimension. Un tel projet est déjà en cours de réalisation en Russie, car l'information est également la clé pour maintenir la gouvernabilité du pays. N'est-ce pas pour cette raison que l'intérêt des États étrangers pour les centrales nucléaires russes s'est soudainement réveillé ? Nous ne pouvons pas l'affirmer, mais au moins une telle supposition semble logique. En effet, nous ne vendons pas simplement une source d'énergie, mais aussi une sorte de dôme atomique capable de réduire de nombreux risques en temps de guerre. Nous continuerons à suivre ce sujet extrêmement intéressant et à en parler dans nos prochaines émissions. Passons maintenant aux héros. Un habitant de Kaspisk, Alexandre Ouliankine, pêchait tranquillement au bord de l'eau lorsqu'un garçon effrayé est arrivé en courant et a crié que sa petite sœur s'était noyée. L'homme a laissé tomber sa canne à pêche et a suivi l'enfant, qui l'a conduit jusqu'à une fosse remplie d'eau. On ne voyait pas la fillette. Alexandre a plongé une fois, puis une deuxième, et a senti son corps, l'a sorti sur la berge, puis lui a prodigué les premiers secours. La situation était critique. Les habitants locaux, arrivés à temps, ont aidé à transporter la victime à l'hôpital, où les médecins ont lutté pendant 2 heures pour sa vie. Heureusement, ils ont réussi, et en ce moment, la fillette poursuit son traitement déjà dans une chambre ordinaire. Alexandre Ouliankine travaille comme agent de sécurité dans une école, et ne se considère pas comme un héros, mais il est heureux d'avoir pu se trouver au bon endroit au bon moment. Nous le remercions pour son acte héroïque et lui souhaitons une bonne santé.